Bonjour et bienvenue à Regard Poétique. Mon nom est Rosette Vipard, je suis écrivaine et j'adore la poésie. J'ai eu l'idée de rencontrer des artistes en art visuel et des artisans pour faire une entrevue intimiste et voir quelle était leur démarche, leurs valeurs et pourquoi ils faisaient la vocation qu'ils ont. Ainsi, je vais vous faire découvrir plusieurs artistes des Laurentides, des sculpteurs, des céramistes, et je vous livrerai le poème que j'ai conçu à leur égard. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir l'univers d'un artiste que j'admire. Son nom est Alain-Marie Tremblay, un sculpteur, céramiste et qui a même inventé son propre béton à l'épreuve de toutes sortes de températures. Je suis dans son jardin, devant sa maison, à Val-David, et vous verrez qu'il y a pas mal de sculptures assez impressionnantes. Et évidemment, il a plus de 60 ans d'expérience, alors venez découvrir son univers. Sur le petit chemin de l'île, je découvre invitante l'entrée de la maison de l'artiste, ouverte à qui ose s'y aventurer, intrigué par les nombreuses sculptures qui ornent le sentier et les alentours, nichées au pied d'un courant vigoureux qui bouillonne au bout de la pointe de l'île. Et vous coupe le souffle en cet après-midi d'automne où rouge et jaune écarlate se détache sur l'azur frémissant. Un regard paisible, une voix douce, contraste avec le pas lourd et bien ancré de cet homme qui m'accueille dans un sourire tranquille, impatient de m'offrir les histoires de ses sculptures qui, au fil des ans, se sont incrustées dans le jardin atelier, prolongement naturel de ses créations. Là est son univers, mais il ne reflète pourtant que des fragments significatifs et importants d'une longue carrière où se succèdent œuvres originales, puisées à même son histoire, ses voyages, ses réflexions. Mes œuvres s'inspirent surtout des voyages, puis que j'ai pu appliquer de cette inspiration lors des commandes du gouvernement, ce qu'on appelle communément le 1%. 1% d'un édifice qui est alloué à l'art. À un moment donné, je me disais, notre beau grand pays, le Canada, on ne le connaît pas. Et alors, je me suis documenté sur le pôle Nord, le passage du Nord-Ouest. Ça a été une de mes premières expositions à Montréal. J'ai encore des pièces ici dans la cour de cette période-là. C'est un enfant déterminé, comme l'homme d'aujourd'hui, qui très vite a pris sa place. Rebelle, sans doute un peu, l'écolier s'ennuyait et décida d'embrasser un métier manuel. Issu d'une famille où l'art s'était infiltré, déjà auprès de sa mère, auteure de livres d'enfants, auprès de ses frères, dont la musique occupait le présent, et surtout grâce à un père qui avait su reconnaître les élans de ses enfants. Tout petit, Alain-Marie jouait déjà naturellement avec l'argile, qu'il avait découverte sur les rives du Saguenay. Fasciné par la matière rouge, il façonnait ses premières œuvres sculpturales, sans se préoccuper des marées qui, inlassablement, effaçaient l'émergence de son talent, qui, grâce encore à son père, s'exerça auprès d'un maître potier renommé.
Celui-ci donna toute une leçon de vie lorsqu'il entra dans son atelier. « Ici, c'est l'enfer, car mon ami, c'est Bordua, et l'Église n'aime pas vraiment ça. » Loin de l'effrayer, Alain Marie réalisa, bien après, l'héritage authentique de cet artiste rebelle qui avait osé braver les bien-pensants de l'époque. Quand j'étais petit, j'avais découvert qu'en sur le bord du Saguenay, en dessous du sable, il y avait ce qu'on appelait de la terre glaise, qui est de l'argile. Puis je jouais avec ça, je faisais des formes et puis des choses. C'est mon père qui a dit, ben coudonc, tu fais de la céramique, on va t'amener chez un céramiste. Et puis il m'a amené là. Et puis j'ai passé une journée là. Il m'a tout montré. Et j'avais mon petit habit bleu. On arrivait de la grand-messe. Il était moins bleu quand je suis sorti de là. Étudiant à l'Institut des arts appliqués, son tempérament se rebiffe face à un professeur quelque peu buté. Alain Marie, au caractère déjà bien trempé, ne se laissa pas impressionner. Faisant fi des conseils, ne se préoccupant pas de plaire, mais quand même un peu désœuvré face à tant de rigidité. C'est alors qu'il rencontra Gaëtan Baudin, un maître incontesté qui relança sa flamme et l'encouragea à persévérer. Diplôme en main, il se lança outre-Atlantique. Débrouillard, il enchaîna les emplois, tantôt à Valoris, tantôt à Paris, sillonnant les routes sur sa mobilette, et même chez des gitans, où il reçut une autre leçon de vie. « Vas-tu voyager encore ainsi longtemps ?» Étrange commentaire, ne trouvez-vous pas, de la part de gens non sédentaires qui mit fin à ses aventures. De retour au pays, il travailla dur pour se tailler une place, enchaîna les expositions, la création de petits objets, des assiettes et des théières, des petits prix, afin de multiplier les profits car il était déterminé à en vivre. Et, bonheur oblige, il eut quelques belles surprises, comme honorer des contrats pour le maître Jean Cartier et travailler à l'Expo 67, répondre aux premiers appels d'offres du programme d'intégration à l'architecture qui lui permit d'orienter sa création vers des œuvres plus imposantes. Il s'ensuivit une longue route, pavée d'œuvres publiques. Curieux de nature, attentif, Alain Marie avait le don de mettre à profit tout ce qu'il découvrait. Ainsi, il apprit comment fabriquer son propre four, comment le programmer et même, par un grand hasard, comment développer un matériau issu du béton qui pourrait résister à tous les climats. Précurseur en son domaine, il attira l'attention du CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec, qui homologua ses découvertes, ce qui lui valut de nombreux contrats d'œuvres publiques, honorant l'ingéniosité de cet homme qui toujours regarde droit devant, peu importe les aléas de la vie. Je suis allé suivre un atelier chez Gaëtan Baudin, qui était un type finalement que tout le monde a connu et puis qui était assez génial, puis qui m'a communiqué, parce que là, je me demandais si je laisserais la céramique, puis avec lui, là il m'a allumé ben raide, comme on dit. Et puis, donc, j'ai toujours continué. Et puis, ben, comme j'ai pas mal appris avec lui pendant ce stage-là, une couple de mois, il est arrivé Jean Cartier il arrivait de Suède, puis il avait été quelques années là-bas, puis il avait besoin d'un tourneur. Alors, à l'école, ils ont donné mon nom, puis il m'a appelé, puis ben, là, je dis OK, certain. Puis il voulait des grosses pièces, lui. Ça fait que ça m'a obligé à... c'était du travail en plus, c'était magnifique. Dans la trame de fond d'un catalogue bien rempli, d'une vie de matière et de couleurs, subsiste l'élan vital authentique qui anime inlassablement l'artiste, en quête éternelle du haut de ses 80 ans, à la découverte d'autres formes, d'autres textures, d'autres azurs, qui ne cesseront de hanter son horizon, dédié
à jamais à l'incarnation de ce tout, de ce vide à remplir, à englober pour mieux s'y retrouver. Nous sommes dans l'univers de Kinya Ishikawa, un maître potier depuis plus de 50 ans. Il est installé dans le village de Val-David. Alors, son nom l'indique, il est d'origine japonaise, mais il est tombé dans l'argile vraiment dès son arrivée à Montréal et il ne l'a plus jamais quitté. Il a même inauguré une grande exposition qui s'appelle 1001 pots et qui réunit plus de 50 céramistes chaque année ici dans les Laurentides. En fait, c'est la plus grande exposition en Amérique du Nord. Et dernièrement, il s'est vu décerner l'Ordre des Compagnons des Arts du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Alors, je vous invite à le rencontrer. La création, c'est tous les jours de travail. Je ne veux pas faire comme... C'est comme une inspiration comme artiste. J'aime ça, ce travail tous les jours, comme discipliné. Au bonheur fragile de l'argile, dans l'univers de Kinya Ishikawa. Des yeux profonds qui vous voient vraiment. Un rien espiègle, comme s'ils ne se prenaient pas au sérieux, tout en étant décidés à vous accorder toute leur attention. Présage d'une entrevue pour le moins authentique. Je me promets de boire chaque parole, comme on savoure le thé après la cérémonie d'accueil. Il m'invite au fond du jardin de silice. L'atmosphère respire la paix, le silence, un appel au recueillement. Douceur oblige, le ton semble fragile, mais le mot, apparemment malhabile, exprimé avec un accent cristallisé que les années n'ont pu effacer, ne laisse aucun doute sur la profondeur des pensées ainsi exprimées. Je laisse le flot danser sur les ondes de l'entretien improvisé, car aucune question je n'ai préparée. Voulant me donner la liberté de capter son énergie, toujours vibrante, du haut de ses 82 ans. Contraste assuré entre une timidité apparente et sa volonté humble d'être l'artisan de ses pièces sans aucune prétention, malgré un demi-siècle d'expérimentation et l'exploit visionnaire des centaines de potiers qu'il a exposés au sein même de son modeste jardin. Oh, moi j'aime ça, c'est faire poterie étritaille, pour utiliser tous les jours. Parce que le monde est capable de toucher mon bol, ou tasse, assiette. C'est comme cette pièce fonctionnelle. C'est comme vêtements, parce que mon ancien métier était pour dessiner des vêtements. Alors, le monde utilise des vêtements, c'est la même chose pour poterie. C'est pas garder dans le garde-robe, alors il faut mettre. Puis si vous utilisez beaucoup de froid, c'est poterie est devenu plus facile pour utiliser. Ces créations, c'est pas pour poterie de souvenirs. Alors, poterie pour utiliser de tous les jours, ou quelque chose faire décor dans la maison, ou faire un petit cadeau pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est ça, c'est comme, j'aime ça, c'est le monde santé de notre chaleur humaine. En quittant son Japon natal, Kinya a pris son envol et repoussa l'univers aseptisé qu'exige le travail du design et du textile, comme ses études des beaux-arts,
l'avait formé avec minutie. Aucun plan, seulement suivre son cœur et le hasard des petits bonheurs. Plongé à pleine main dans l'argile sereine qui le fascine, comme un enfant qui n'a de cesse de jouer dans la terre. S'enivrer des découvertes qui, sous ses doigts agiles, font naître des formes pratiques. Délaissant le travail d'équipe propre au design et au textile, Quignat se délecte depuis dans son atelier solitaire, où ses doigts fébriles apprennent à accepter les méandres et les humeurs de l'argile fragile. Leçon de philosophie. C'est ainsi qu'il dresse le bilan de sa vie, devant chaque motte et ses caprices, devant l'incertitude du tour, les écarts de température du four et les innombrables étapes qui forgent son humilité à ne pouvoir tout contrôler. Comme les vicissitudes de la vie. Mais la taille, il y en a partout au monde. Hein. Si c'est creusé, il y en a taille. Mais la taille, c'est quelque chose de très fragile, très difficile pour le travail. Ou c'est quelques tailles, c'est pas assez pour résister pour le chaleur. Alors moi, j'ai besoin de trouver des tailles, quelque chose de résister, solide, puis utilise pour mettre liquide cette fonction. Alors, c'est là que je cherche toujours une nouvelle taille. J'utilise la taille blanche, la taille brune, ou la taille très lourde. Alors, c'est le dépendamment des pièces, je change de taille. Mais la taille, c'est pas comme plastique. Alors, la taille, c'est plus naturel. C'est comme bois, ou comme tissu, ou comme pierre, ou comme l'eau. C'est comme il existe partout au monde. Puis même c'est combien d'histoires des humains, la première chose que vous découvrez, c'est la taille, poterie. Puis poterie, c'est pas pourri. C'est pas resté comme de louiller ou c'est perdu, mais même c'est 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, c'est toujours résisté avec temps. Chose sûre. Chaque peau se distingue par son caractère unique, à l'instar des êtres humains qui, bien que formés dans le moule sociétal, n'en gardent pas moins leur particularité. Quignat reste discret sur les aléas de sa vie, rétorquant avec un doux sourire que les petits bonheurs du jour le comblent d'amour et nourrissent l'élan constant qui l'anime, comme le désir d'apprendre jour après jour. Infusant sa poterie de gestes tendres, 1001 fois répétés, sans se soucier du temps et qui confère au bol de thé une vie bien remplie. Dans sa demeure, entouré d'objets qui ont vécu, il glisse en douceur dans l'atmosphère où l'organique et l'antique trônent en roi. Ici, point de mélamine, plutôt le bois et sa patine, révélant son histoire, la chaleur de la vie et des mains qui l'ont habité. Sa plus grande joie est d'imaginer le bol, la tasse, l'assiette ou le plat entre les mains d'autres humains, dans des gestes quotidiens, savourant les mets ou même perdus dans les marchés aux puces où d'autres mains leur donneront, une fois encore, une vie qu'il espère infinie.